Stéphane Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du livre 7 octobre, la riposte, Israël, Iran, la guerre secrète, paru aux éditions Fayard. Dans ce livre, vous revenez sur les attaques sans précédent qui ont pris Israël par surprise le 7 octobre 2023. Vous plongez le lecteur dans cette journée d'horreur absolue, mais vous ne vous arrêtez pas là, puisque vous vous attachez ensuite à décrire la manière dont Israël va se relever des pires massacres de son histoire et dont il va mener sa riposte contre les coupables, mais aussi contre les complices. Ce livre est à la fois un éclairage géopolitique, une analyse historique, mais aussi un véritable travail de mémoire qui rend compte, comme peu d'œuvres avant elle, ce qui s'est vraiment passé ce jour noir, cette journée funeste du 7 octobre 2023. Alors, ma première question, elle est simple. Pourquoi avoir abordé cette très douloureuse question du 7 octobre 2023 et derrière cette étude très très complète, quel est le message que vous adressez à vos lecteurs? On va prendre les choses dans l'ordre si vous le voulez bien. D'abord, il me semblait qu'il y avait un travail à faire parce que tout simplement, j'ai été frappé par l'amnésie collective, on va dire dès le milieu du mois d'octobre 2023, on a déjà presque oublié et on s'est arrangé d'ailleurs pour faire oublier rapidement la violence des attaques du 7 octobre 2023. Le travail d'explication, le travail de témoignage n'a pas été fait, en vérité. Et d'ailleurs, ça a occasionné, je dirais, un renversement de la critique, puisque d'un seul coup, très rapidement, on a vu que Israël s'est retrouvé non plus en position de victime, mais en position de coupable de s'être finalement rebellé, réveillé et de déclencher donc des opérations sur Gaza. J'ai été frappé immédiatement par les utilisations de termes lexicaux qui étaient terribles pour Israël. C'était finalement, entre guillemets, Israël avait eu ce qu'il méritait après des années de colonisation, et Israël est devenu assez rapidement un État génocidaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on oubliait ce qui s'était passé avec une facilité qui était absolument déconcertante. On oubliait qu'il y avait encore à l'époque plus de 200 otages et qu'on n'était pas au début de la libération. Et donc, évidemment, je me suis dit, mais comment est-ce possible déjà que cette page soit aussi vite tournée? Car les informations dont je disposais à l'époque montraient que c'était un plan tout à fait moyenâgeux, mais d'une modernité médiatique assez rare, ce qui s'était passé, que le plan pouvait se résumer très brièvement: tuer le maximum des Juifs avec une brutalité comme on n'en avait jamais vu. Et l'idée était de stupéfier l'opinion internationale, de stupéfier les Juifs surtout, et de déclencher la fureur de l'État hébreu. Une fureur qui devait évidemment s'accompagner d'une réponse guerrière militaire très forte, qui permettrait tout de suite de mettre au banc de la société Israël. Et je pense que ce travail-là d'explication, il fallait le mener, et il fallait commencer donc par le commencement, c'est-à-dire avant de devenir un électrochoc pour Israël, c'est avant tout un cataclysme ce qui se passe. C'est un cataclysme, c'est une véritable horreur dans tous les sens du terme. On dit que c'est le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah, c'est une chose, c'est la vérité historique, mais les conditions qui ont été faites à toutes les victimes, que ce soit les otages, que ce soit les femmes enceintes, les personnes âgées, les très jeunes enfants, on n'a pas assez raconté l'horreur dans laquelle ça a été commis. Un des rescapés d'un kibbutz nous a raconté à quel point il a été lui-même marqué par ces événements, au point de dire cette phrase qui reste encore et qui est la tête d'un de nos chapitres. Il dit « Même les nazis n'avaient pas osé nous faire cela ». C'est-à-dire que dans l'horreur de l'Holocauste, il y a évidemment une rationalisation, un travail
scientifique pour arriver à éliminer le plus de juifs possible, mais on va dire qu'une fois que chaque soldat est rentré chez lui, soldat nazi, donc capot, en gros, il va boire de l'alcool pour oublier sa journée. Jamais il va essayer de rajouter de la cruauté à ce qu'il a fait déjà dans l'horreur, parce que c'est déjà un sommet d'horreur. Or, ce qui se passe dans les journées du 7 octobre, c'est que l'on a non seulement la vision de population civile, de miliciens du Hamas, mais aussi de la djihad islamique et du FPLP, qui vont s'attaquer à des civils israéliens, qui vont, souvent sous l'emprise de Captagon, se permettre des choses qui dépassent l'entendement, et faire tout ça dans une forme de jubilation, qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que dans l'inhumanité, on est extrêmement loin. Je crois qu'on a rarement vu une chose pareille. On pourrait aussi se dire on a dit d'ailleurs dans une comparaison qui n'est pas tout à fait exacte que Israël avait connu son 11 septembre 2001. En vérité, c'est évidemment qu'au nombre de victimes, on peut faire des comparaisons, mais il se trouve que dans l'horreur qui est commandée, on ne se rend pas compte à quel point ça va bien au-delà du 11 septembre 2001. Ça, il fallait le raconter. Je raconte aussi les documents qu'on a trouvés sur les soldats, sur les miliciens, puisqu'il faut plutôt les appeler des miliciens que des soldats, du Hamas et d'autres groupes terroristes. On retrouve des petits lexiques. Sur ces lexiques, il est écrit des mots qui renseignent sur l'intention. On ne demande pas son chemin en hébreu, on ne demande pas un verre d'eau en hébreu, on dit « baisse ton pantalon », silence, sinon je te tue. Voilà le champ lexical qui est donné aux miliciens. Il y a ça, et puis il y a d'autre part c'est ce mot du commandement du Hamas aux soldats qui dit ton ennemi est une peste dont seule la décapitation ou l'arrachage du foie ou du cœur te permet de dépasser ce meurtre. Mais c'est absolument sidérant. Je ne restitue pas exactement la phrase, je m'en veux d'ailleurs, mais de ne pas la restituer. Mais en gros, ça veut dire ton ennemi n'est pas un peuple, ton ennemi est une peste dont tu ne peux te départir que par décapitation ou par l'arrachage du cœur ou du foie. On voit à quel point on est dans une haine des Israéliens qui dépasse tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, je crois, alors qu'on est en 2023. La première question à laquelle ce livre, cette œuvre entend répondre, c'est la question qui nous obsède tous, finalement, depuis 1 an et demi, à savoir comment c'est arrivé. Comment Israël, qui est la première puissance du Moyen-Orient sur le plan technologique, sur le plan militaire, sur le plan de l'information, comment cet État hébreu, que l'on disait quasi invincible, n'a pas vu la catastrophe qui allait s'abattre sur lui le 7 octobre. Ça, on rentre dans le deuxième tiers du livre, qui est effectivement l'électrochoc qu'a produit les événements du 7 octobre. Après les avoir racontés, on s'interroge sur comment est-ce que ça a été possible, effectivement. Ça a été possible, je crois, pour plusieurs raisons. La première, la première et la principale, c'est que Israël a été, et en particulier le commandement, le renseignement militaire, a été victime d'une takia sans précédent. Takia qui veut dire la takia, c'est en arabe, ça veut dire la dissimulation. Et là, c'est extrêmement simple. Le Hamas travaillait
avec les renseignements israéliens, et le Hamas a donné quelques semaines auparavant, quelques mois même on peut dire, puisque c'était 3 ou 4 mois plus tôt, des renseignements très importants sur la djihad islamique. C'est-à-dire qu'en gros, le Hamas transmet des informations sensibles sur le djihad islamique. Donc ça veut dire qu'il est dans une forme de collaboration, on va dire, apaisée avec Israël. Par ailleurs, il faut se souvenir que David Barnea, quand il va à Doha, le chef du Mossad, et il va être interrogé par les Qataris pour savoir si les Qataris peuvent débloquer des fonds assez importants à destination de Gaza. Et David Barnea dira oui, parce qu'il sait que derrière, des fonctionnaires du Hamas seront payés avec cet argent, que la centrale électrique sera entretenue. Bref, on voit bien qu'il n'y a pas de méfiance. Ils sont endormis quelque part. Par ailleurs, il y a, et c'est assez stupéfiant, mais il y a une forme d'arrogance du haut commandement militaire israélien, qui est absolument convaincu que de toute façon, son ennemi est, comme d'habitude, incapable de grandes opérations. Évidemment que son ennemi est capable de faire ici ou là des opérations terroristes, faire sauter une bombe, attaquer au couteau. Évidemment, tout ça est possible. Mais en revanche, une opération qui prévoit d'entrer à plus de 30 points de passage sur le territoire israélien, personne ne l'a imaginé. Personne n'a imaginé cela. Là, effectivement, on se dit que c'est assez invraisemblable, mais il faut savoir que le 6 octobre au soir, il y a 90 minutes de conversation avec du haut commandement militaire israélien, et durant ces 90 minutes, il y a évidemment des choses qui sont portées à la connaissance, qui sont partagées. Il y a une activité assez anormale d'entraînement depuis quelque temps. Il y a une population agricole qui est palestinienne qui semble avoir bougé, des têtes que l'on ne connaît pas. Il y a des sentinelles qui parlent de mouvements anormaux, etc. Mais tout ça va être minoré par le haut commandement israélien qui, au bout de 90 minutes de conversation cryptée, finiront par se dire qu'il faut rester vigilant, mais qu'il n'y a pas matière à donner une alerte générale. Et évidemment, quand on connaît la suite, c'est assez stupéfiant. Il y a même des rapports qui sont remontés, qui sont plus anciens. Il y a un rapport qui, je crois, s'appelle Jéricho, qui est un rapport qui dit qu'il y a déjà depuis quelque temps des chefs du Hamas qui parlent d'une action qui pourrait se tenir dans les mois qui viennent sur les territoires israéliens. Mais il y a une espèce d'arrogance qui considère que non, ils ne seront pas capables de ça. Et par ailleurs, il y a autre chose, c'est qu'Israël se sent à ce moment-là à l'abri derrière ses murs. Et ça, c'est une faute. Vous comparez ces murs à la ligne Maginot. Absolument, c'est la ligne Baref, c'est-à-dire qu'il faut se remettre dans ce qu'était la guerre de Kippour. Au moment de la guerre de Kippour, Israël s'est un peu éloigné de sa stratégie initiale de défense. La stratégie initiale de défense, c'est « je fais de la défense offensive », c'est-à-dire que je porte le fer à l'extérieur de mes frontières pour me protéger. Et puis, il y a le changement de doctrine après 1967, où en gros, avec ces lignes Barev, on commence à se dire qu'on est à l'abri. Et puis, eh bien, la catastrophe de la guerre de Kippour arrive, les lignes Barev sont complètement contournées et il va falloir du temps pour qu'Israël renverse la table et reprenne le dessus sur l'offensive arabe à l'époque. C'est ce qui s'est passé quelque part, c'est que là, en fait, derrière ce long mur qui isole Gaza du reste du territoire israélien, eh bien, il y avait comme une espèce de manière de se sentir tranquille. Et puis après, il y a aussi des faits conjoncturels qu'il faut porter à la connaissance des gens. C'est qu'on est en pleine fête religieuse, ça a été dit, hein, mais c'est pas tout à fait. C'est vrai que le renseignement, les militaires sont moins nombreux qu'à l'accoutumée. On a la juxtaposition de deux fêtes. On a une fête religieuse et le Shabbat. Donc il y a vraiment moins de monde qu'à l'accoutumée. Et puis
Et cette opération, elle va se tenir aussi matinalement à 6h30 et pendant 1 heure, les militaires, le haut commandement militaire israélien ne sait pas ce qui se passe, ne comprend pas ce qui se passe. Et il y a aussi une dimension, et c'est la dernière, qui sont autant d'éléments d'explication, c'est que depuis quelque temps, Tsahal a aussi abandonné, le Haman de Tsahal a abandonné le renseignement direct, la fameuse unité 504, qui est en fait une unité qui est chargée de faire remonter de l'information humaine. Donc ce sont, entre guillemets, des informateurs d'Israël qui donnent des informations à cette unité, et cette unité, elle remonte de l'information. Et ça avait été abandonné depuis quelque temps. D'abord parce que l'unité 8200 écoute avec Big Data l'ensemble des conversations, et donc on a estimé que c'était inutile finalement ces écoutes humaines, entre guillemets, ce pouls. Ça a été d'ailleurs immédiat, ça fait partie des premières décisions qui ont été prises, c'est de remettre cette structure de renseignement humain vite sur place à Gaza comme ailleurs. Et c'est d'ailleurs l'un des intérêts, l'un des points forts de ce livre, c'est que vous réussissez à expliquer à ceux qui ne connaissent pas la hiérarchie, la structure du renseignement, de la défense israélienne, comment s'organisent ces différentes agences. Qu'est-ce que le Mossad, qu'est-ce que le Shin Bet, qu'est-ce que l'armée israélienne. Vous parliez de Haman tout à l'heure. Et c'est vrai que même pour ceux qui connaissent un peu Israël, qui connaissent les grands noms, on a un peu du mal à les placer sur une carte. Quelle est la mission de quelle agence, comment elle se situe par rapport aux autres. Et c'est un travail remarquable auquel vous vous employez dans ce livre. Oui, si vous voulez, de toute façon, quand on parle d'Israël, de toute façon, la plupart des gens ne comprennent pas ce dont ils parlent. Ils ont des bouts d'informations, ils pensent savoir des choses, ils pensent que les choses sont facilement explicables. Il y a les méchants israéliens, les gentils palestiniens. On est dans le manichéisme absolu quand on parle de cette partie du monde, alors que c'est certainement la partie du monde la plus compliquée à embrasser. Moi, j'ai découvert Israël il y a une dizaine d'années. Je suis allé plusieurs fois en Israël, j'y ai fait un film, etc. Et j'ai découvert ce pays, cette démocratie, cette vitalité, ce peuple que je ne connaissais pas avant. Et il se trouve que ça m'a beaucoup intéressé. Mais quand j'entends la plupart des gens parler d'Israël, c'est sidérant. Sans vouloir faire leur procès ce soir, il se trouve que quand on entend les responsables politiques de l'extrême gauche parler d'Israël, et quand on sait qu'ils n'ont pour la plupart jamais mis les pieds là-bas, on voit le niveau donc je dirais de maladresse, pour ne pas dire de mauvaises intentions qu'ils ont quand ils parlent de malveillance quand ils parlent d'Israël. Un exemple typique, quand on demande à Mathilde Panot de situer la Cisjordanie du Jourdain, elle ne sait pas si c'est à l'est ou à l'ouest. Non, mais en revanche, elle va vous expliquer que c'est un État génocidaire, elle va vous expliquer que ce sont les Israéliens qui refusent les plans de paix, etc., etc. Que des choses qui relèvent d'une désinformation complète. Et c'est ça qui est, je crois, indispensable en ce moment, c'est d'expliquer que les choses sont beaucoup plus subtil et qu'il faut aborder la question de la sécurité dans la région avec discernement. C'est une affaire qui est longue, ça ne date pas d'hier, les affrontements sur place. Je ne parle même pas des affrontements entre Israéliens et Palestiniens, mais dans cette région du monde, ça fait des centaines d'années qu'on se bat. Et donc, il ne faut pas croire que c'est simple, c'est compliqué. Et de même que quand on veut parler... D'autant que les massacres de Juifs en Palestine mandataire, en terre d'Israël, n'ont pas attendu 1948, la création d'État d'Israël. Bien 1929, les massacres de Hébron, 1921, Tel Aviv, enfin 1834 dans la ville de Tzfat. Donc en effet, ça remonte à des siècles. Oui, il y a vraiment un travail, enfin il y a vraiment une situation qui est compliquée depuis très longtemps. Imaginer d'un seul coup la coexistence de deux États en paix comme ça, c'est un peu naïf. Au regard de l'histoire. C'est-à-dire, c'est un petit peu de la magie. Il suffit de se dire, on va vivre en paix demain. C'est un peu faire fi rapidement de la racine. Et c'est tout le problème, c'est que souvent les journalistes travaillent sur l'actualité, mais en fait,
l'actualité, c'est vraiment une forme d'écume. Ce qui est intéressant d'expliquer, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est l'océan. C'est comment est-ce qu'on arrive à cette situation aujourd'hui. Il y a des dizaines d'années, des centaines d'années d'histoire qu'il faut prendre en considération. Ce qu'on a voulu faire, nous, dans notre livre, c'est d'abord raconter des faits à hauteur d'homme. Donc on parle de militaires, on parle de services d'espionnage, de contre-espionnage. On a travaillé avec de l'open source, mais on a aussi travaillé avec des sources. Mais ce n'est pas un livre autorisé par Tsahal ou autorisé par le cabinet de Netanyahou. C'est un livre non autorisé. C'est nous qui avons fait ce travail-là, d'aller chercher de l'information, d'aller chercher des petits bouts, chacun ayant un bout de vérité, et assembler ce puzzle qui nous permet de mieux comprendre la situation. Et ce qu'on a voulu faire, en plus de raconter chronologiquement les choses, cette riposte que l'on raconte sur 18 mois, c'est qu'on a voulu infuser des petites leçons de géostratégie, un peu pour les gens qui ne comprennent pas bien la région, de manière à ce qu'ils comprennent les tentacules de la pieuvre qui est Téhéran, les proxys, donc le Hamas, le Hezbollah, le régime de Bachar el-Assad, les Houthis. Mais les Houthis, les gens ne savent pas ce que c'est que les Houthis. Ils ne savent pas déjà placer le Yémen sur une carte, ils comprennent encore moins de quoi il s'agit, et ils ne comprennent même pas que c'est totalement instrumentalisé, à la fois militairement à travers des livraisons d'armes, mais aussi financé par Téhéran. Donc il faut faire un très gros travail d'explication qu'on essaye de faire dans ce livre. Vous parlez de siècles de combat, il y a aussi une psychologie sur laquelle vous revenez. Il y a un homme qui connaît bien la psychologie israélienne, la psychologie juive, ses traumatismes. C'est un homme qui a occupé toute l'actualité de cette guerre. Cet homme, c'est Yahya Sinwar, le chef, avant le chef de la branche militaire du groupe terroriste Hamas, qui en est devenu le chef exécutif après la mort, l'élimination de Haniyeh. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet homme? Parce que les crimes du Hamas, ce sont certes de l'idéologie, mais derrière les crimes, il y a aussi des hommes, il y a des architectes, des cerveaux. Et Yahya Sinwar prépare ce jour du 7 octobre depuis presque une décennie, 2 décennies. Est-ce que vous pouvez revenir sur qui est cet homme et quel est le rôle singulier qu'il a joué à la fois dans les attentats du 7 octobre, mais aussi dans la guerre entre Israël et le Hamas? Ouais. Alors c'est un personnage qui donne des frissons. Hein. Franchement, j'en connais pas beaucoup qui m'aient donné autant de frissons. C'est un homme doué d'une certaine intelligence, mais extrêmement pervers. C'est un homme qui a toujours traité les gens qu'il soupçonnait de ne pas être exactement d'accord avec lui comme des ennemis. C'est quelqu'un qui est capable, quand il soupçonne quelqu'un de ne pas être tout à fait, je dirais, propre, eh bien, qui est capable de lui faire verser de l'huile bouillante sur le visage pour qu'il avoue ses crimes. C'est quelqu'un qui est capable de tuer de ses propres mains. Quand on est un chef, en général, on fait exécuter. Lui, il est capable et ressent certainement une certaine forme de plaisir à exécuter de ses propres mains. Cet homme, il va être arrêté et il va faire de la détention pendant presque une décennie dans les prisons israéliennes. Cet homme va se nourrir de la culture juive, il va apprendre l'hébreu, bien sûr, il va lire la Torah, il va se pencher sur tout ce qui fait la singularité de la culture juive, avec une seule et même obsession qui ne le lâchera jamais, c'est si tu veux bien connaître ton ennemi, si tu veux être fort et tuer ton ennemi, tu dois bien le connaître. Donc c'est un homme extrêmement singulier, certainement beaucoup plus profond que la plupart des chefs du Hamas. Il parle un hébreu quasi parfait et il va mûrir son plan vraiment pendant de longues journées de détention. C'est d'ailleurs assez singulier parce que cet homme, eh bien, il y a un homme qui est un dentiste, dentiste des prisons israéliennes, qui va repérer
qu'il est atteint d'une tumeur du cerveau. Il va donc faire en sorte que des examens soient faits sur Yahya Sinwar, et effectivement, il a une tumeur du cerveau. Un certain nombre de personnes, avant de parler d'Israël et de ce régime dictatorial, soi-disant, devraient réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'Israël va soigner Yahya Sinwar, il va être opéré, on va lui enlever sa tumeur. Et cet homme ne va manifester absolument aucune forme de gratitude par rapport à ça. Au contraire, il va continuer dans son obsession de faire son plan qui va devenir le plan du 7 octobre. Ils sont deux à avoir pris la décision il faut expliquer qu'ils ont pris la décision en bousculant un petit peu Téhéran d'ailleurs, parce que ils sont obsédés par l'idée qu'Israël est en train de réussir ses accords d'Abraham. Donc réussir des accords avec des régimes arabes, le Maroc, on le sait, les Émirats arabes unis, Bahreïn, etc. Et l'Arabie saoudite risque de basculer et signer ces accords d'Abraham. Donc, pour Yahya Sinwar, il faut y aller. Le 7 octobre sera l'occasion de faire machine arrière parce qu'on va démontrer qu'Israël est un État génocidaire, parce qu'Israël bombarde Gaza, parce qu'Israël est sans ménagement dans sa riposte justement. Donc, tout ça, il l'a pensé et il le déclenche en allant un peu plus vite que ce qu'espère Téhéran, qui lui a l'idée, le régime des Mollahs a l'idée plutôt de prendre en tenaille Israël, c'est-à-dire de faire donner le Hezbollah en même temps que le Hamas. Et ça ne va pas se passer comme ça, puisque Yahya Sinwar, avec Mohamed Deif, qui est lui l'inventeur de la stratégie au-dessus et en dessous, c'est-à-dire on creuse des tunnels et par ailleurs on envoie des roquettes, eh bien les deux hommes, c'est eux qui vont prendre la décision de bousculer le calendrier et d'aller plus vite dans les opérations. Cet homme, Yahya Sinwar, c'est un homme qui se prend pour Saladin, hein. C'est un type qui se prend pour un chef de guerre émérite. Il faut savoir que le 7 octobre, il fait comme le prophète, il va aller manger des dattes, mais lui ne livrera pas bataille. Ouais. Lui, on va le voir sur des images de vidéosurveillance. Il va déménager sa maison dans un bunker. Il n'y en a pas beaucoup des bunkers pour protéger la population. Il y en a zéro. Il y en a zéro, mais il y en a un, si, il y en a un. Il y a le sien. Oui. Pour sa femme, ses enfants, on va les voir déménager, l'écran de télévision, les coussins, de quoi se mettre bien. Lui, il se met à l'abri le 6 octobre au soir. Voilà le chef de guerre donc du Hamas. Et puis, on sait aussi que cet homme, il est quand même extrêmement tordu, compliqué, insaisissable. On va mettre beaucoup de temps, l'armée israélienne va mettre beaucoup de temps avant d'arriver avec un hasard incroyable à le faire tomber. Faut jamais oublier qu'on raconte des histoires d'espionnage, contre-espionnage qui montrent à quel point le Mossad a infiltré Téhéran, que le Mossad est capable d'opérations très compliquées, très profondes. On raconte les fameuses opérations Beeper qui ont commencé 10 ans avant septembre 2024. Mais tout ça, ce sont des aspects de la guerre très planifiés, très organisés. Et il y a parfois dans la guerre des hasards incroyables. Ouais. Et c'est fascinant. C'est fascinant. C'est d'ailleurs à quelques jours du 7 octobre qu'une patrouille de jeunes recrues qui sont en manœuvre de répétition, entre guillemets, qui sont en patrouille, eh bien, ils vont tomber par hasard sur un petit groupe de Palestiniens qui s'attardent pas, qui courent, etc. Et ils ne s'arrêtent pas aux injonctions, ils comprennent que ce sont des gens qui sont bizarres, ils vont demander des renforts, et puis ils vont canarder sur l'endroit où ces gens se sont réfugiés, et par un incroyable
coup du destin, du sort ou de je ne sais quelle intervention divine, eh bien, ils vont se rendre compte, avec le drone qui essayera de filmer leur objectif, qui est un drone qui voit un homme blessé avec un bâton. Cet homme essaye de casser le drone. C'est incroyable, c'est une histoire folle. Et ils vont se rendre compte que cet homme le visage ne leur est pas complètement inconnu. Et on se rappelle du jour d'ailleurs quand son visage était sorti sur Twitter, on était tous là à essayer de vérifier si c'était bel et bien, avant que ce soit confirmé par les autorités israéliennes, l'image était sortie quand on le retrouvait dans les décombres. Et qui va identifier que c'est bien Yahya Sinwar? C'est le fameux dentiste, le responsable de la dentisterie des prisons d'Israël, Yuval Biton. Et c'est cet homme dont je voudrais quand même dire une chose, parce qu'il nous a accordé une longue interview, et c'est un récit incroyable. Mais cet homme, il a souffert dans sa chair, il faut le savoir, puisque son neveu a été fait otage et qu'on n'a jamais rendu son corps. Voilà. Donc l'homme qui a sauvé Yahya Sinwar, son neveu a été tué. Son neveu a été tué, son corps a été amené à Gaza et il n'a jamais été rendu. Alors que c'est le dentiste qui avait sauvé Yahya, enfin qui avait détecté la tumeur du cerveau qui permettra de sauver Yahya Sinwar. Yahya Sinwar. Ouais. C'est une histoire qui est... Il y a beaucoup de choses très messianiques dans ces événements depuis 18 mois. C'est quand même une terre qui est particulière. Quoi. Et il y a aussi, à propos de Yahya Sinwar, cette scène que vous décrivez, où, d'une certaine manière, il s'arrache les cheveux de voir les terroristes du Hamas se concentrer sur le festival Nova et ne pas avancer jusqu'à Ashdod. En fait, si vous voulez, comme tous les chefs, ce chef-là ne supporte pas que ça ne se passe pas exactement comme il le voudrait. Il a un plan. On le détaille, ce plan, évidemment, c'est de tuer le maximum de juifs dans des conditions les plus sordides. Mais il a aussi un plan qui prévoit un début, un milieu, une fin. Et effectivement, son idée, c'est que tous ceux qui sortent de Gaza, aillent vers Ashdod et tiennent le plus longtemps possible ensuite. Ce qu'il veut, c'est que ça dure plus longtemps. Il veut que ça ne dure pas simplement le 7 et le 8 octobre. Lui, idéalement, il aurait aimé qu'une fois sur le territoire israélien, les gens s'y sacrifient, ils restent le plus longtemps possible et donc tuent le plus longtemps possible et avant de se retrouver face aux armées, face à l'armée israélienne. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et dans ce laps de temps, que les territoires disputés en Judée-Samarie se réveillent à leur tour. Exactement, se lèvent à leur tour. L'idée, c'est de faire se lever tout le monde dans une espèce de révolte générale et d'affrontement généralisé. Et ça marchait avec le Hezbollah. Et ça marchait avec le Hezbollah dès le lendemain. Mais ce qui est assez terrible, c'est que ce plan ne se passe pas comme ça, puisque évidemment, les miliciens du Hamas sont tous un peu électrisés, ils ont tous envie d'en découdre au plus vite, de faire le maximum de massacres possible, et ils vont tomber sur le festival Nova. Et évidemment, là, il y a des proies extrêmement faciles. Il y a des jeunes femmes appétissantes, il y a des jeunes qui sont dans des états plus ou moins vaporeux, il est 6h30 du matin, après une nuit de rave. Donc ce sont des proies extrêmement faciles. Sur un terrain plat. Sur un terrain plat, c'est vraiment... c'est offert. Alors, évidemment, ça va contribuer dans le bilan total des victimes. Il va y avoir énormément de victimes du Festival Nova, mais ce n'est pas ce qu'a prévu Yahya Sinwar. D'ailleurs, il n'a pas... Enfin, je veux dire, n'importe quel militaire un peu plus informé, ce n'est pas non plus un secret d'État qu'il y avait ce festival-là. C'était très simple de le savoir, mais lui n'a pas du tout anticipé ça. Et donc, ça contrarie Yahya Sinwar, qui sera très en colère, effectivement, qu'il n'ait pas été jusqu'à Ashdod. L'un des éléments de la riposte israélienne qui échappe souvent aux Européens, aux Occidentaux de manière générale, c'est l'impératif de restaurer la dissuasion de l'État hébreu. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet impératif et, à votre avis, est-ce qu'il est compris de la plupart des dirigeants européens, à commencer par Emmanuel Macron ?
J'ai l'impression que effectivement c'est une dimension essentielle. C'est la dimension essentielle de la riposte. Après avoir subi ce revers impardonnable, quelque part, Israël va tout faire pour restaurer sa suprématie militaire, restaurer sa puissance, faire la démonstration de sa puissance militaire, c'est absolument indispensable. C'est la manière de retrouver finalement ce qui a toujours été sa singularité dans la région depuis que Israël a la bombe nucléaire, c'est-à-dire être la puissance qui, dans la région, fait peur, et c'est la seule manière, d'ailleurs, pour que ce petit État fort de 9 millions d'habitants reste, comment dirais-je, en vie, en survie, encerclé qu'il est de dictatures, de régimes militaires hostiles. Et évidemment, si Israël ne fait pas quotidiennement la démonstration de ce qu'il est une puissance militaire forte, imparable, c'est sa survie qui est en jeu. Donc la plupart des gens ne comprennent pas en fait que derrière ces opérations de riposte qui ont eu lieu depuis 18 mois, il y a cette obsession. Il y a deux choses. D'une part, réviser la stratégie de défense, revenir à la situation originelle qui est de dire notre défense est une défense offensive, donc on ira porter le fer en dehors de nos frontières. Comme en 67. On ne laissera pas s'installer sur notre territoire des peuples ou des États qui veulent notre destruction, ça c'est fini, cette période-là est finie. Et puis par ailleurs, il faut faire de la démonstration que nous sommes toujours le pays le plus en pointe militairement dans la région. C'est essentiel. Et d'ailleurs, notre livre se termine avec la visite du Premier ministre israélien à la Maison-Blanche. C'est le premier chef d'État reçu par l'administration Trump et par Donald Trump en personne. Mais ça se termine aussi sur une chose claire, c'est que Israël a accès depuis peu à un plan d'achat de 7 milliards de dollars d'équipements militaires américains, qui sont des équipements militaires évidemment dernier cri, et a réussi à obtenir de Donald Trump la livraison de ce que Israël attend depuis longtemps, ce qui sont les bunker busters, qui sont des bombes qui rentrent dans le béton comme dans du beurre, entre guillemets. Celles qui ont été utilisées pour éliminer Hassan Nasrallah. Alors, non. 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 Hassan Nasrallah a été éliminé grâce à une opération de daisy chaining, c'est-à-dire que plusieurs bombardiers israéliens ont lâché des bombes, une petite centaine de bombes au même endroit. D'accord. Et c'est la superposition des déflagrations qui font que ça finit par rentrer en profondeur. Mais il faut savoir que ces opérations, c'est quand même pas simple. Ça mobilise beaucoup de bombardiers. Là, il y en avait une petite dizaine de F-15. Et puis par ailleurs, c'est une centaine de bombes qui est larguée. C'est donc très compliqué. Avec les bunker busters, c'est une bombe qui fait le travail d'une centaine d'autres bombes. Et donc, c'est un bombardier qui lâche cette bombe. C'est beaucoup plus efficace, évidemment, mais il n'y a que les Américains qui ont cette bombe. Oui. Et grâce je dirais, au climat nouveau qu'il y a entre l'administration Trump et le Premier ministre israélien, ces livraisons ont eu lieu. Et ce n'est qu'à partir de cette livraison que l'étape que nous annonçons dans le livre, qui est en fait aujourd'hui le conflit avec Téhéran, qui va devenir un conflit vraisemblablement ouvert prochainement, d'ici quelques semaines. Je ne lis pas dans le mar de café, mais je ne vois pas comment les Mollahs accepteraient la menace qui a été faite par Donald Trump, qui continue des négociations et qui a exigé que toutes les infrastructures nucléaires iraniennes puissent être inspectées par les Américains eux-mêmes, c'est-à-dire pas des observateurs internationaux. Mais par le grand Satan. Par le grand Satan. Donc on imagine mal le régime des Mollahs accepter cela. Et ce que nous annonçons, c'est que cette guerre secrète, cette guerre de coups entre les services d'espionnage, entre Israël et l'Iran, risque de devenir un conflit ouvert. Nous le disons, il y a 45 ans de dictature islamique qui est dans le viseur des services secrets israéliens. Et c'est aujourd'hui une guerre à mort. Il y aura un des régimes qui tombera, c'est sûr. D'autant que quand on lit
votre livre, et quand on suit aussi l'actualité, on comprend bien que l'Iran, le régime iranien, parce que ne confondons pas le peuple iranien et le régime iranien a perdu au change dans cette histoire du 7 octobre. Parce que depuis le 7 octobre, ses proxys se sont vus affaiblis, sa puissance elle-même s'est vue affaiblie, le régime de Bachar el-Assad est tombé, le Hezbollah est considérablement mutilé, amoché, et a perdu ses leaders historiques, Hassan Nasrallah. Donc, à votre avis, la conclusion de ce livre, est-ce que ce ne serait pas de dire qu'Israël, selon vous, a réussi ou n'a pas réussi sa riposte? Israël a réussi et pas réussi à la fois. Je ne fais pas une réponse de Normand, je m'en explique. Israël a réussi sa riposte puisque militairement, elle est venue à bout de tous les proxys. Et comme vous le rappeliez, elle a réussi donc à affaiblir considérablement l'Iran dans la région. L'Iran n'a plus ses proxys d'abord pour obéir militairement et financièrement. Les ponts sont coupés là en ce moment, même s'il y a encore la possibilité d'envoyer de l'argent. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, le Hamas est à plat, le Hezbollah, toute sa chaîne de commandement a été pulvérisée, les Houthis ont déjà été considérablement affaiblis et ils vont faire l'objet aussi d'opérations. Et enfin, le régime de Bachar el-Assad, qui ne tenait que grâce à la force du Hezbollah et grâce à l'appoint militaire que le Hezbollah donnait au régime de Bachar el-Assad, eh bien ce régime est tombé. Donc on voit bien que toute la sphère d'influence iranienne s'est considérablement affaiblie. Donc aujourd'hui, Téhéran, c'est une tête sans tentacules. Oui. C'est une pieuvre avec une tête, mais qui n'a plus ses tentacules pour encercler et étouffer Israël. Il faut savoir aussi que quand le régime de Bachar el-Assad est tombé, la première des choses que l'armée israélienne a faites, c'est évidemment d'aller détruire les infrastructures et notamment tout ce qui permet de contrer des survols sur le territoire. C'est-à-dire toute la panoplie de moyens qu'il pourrait y avoir pour empêcher une offensive israélienne qui survolerait les terres syriennes, eh bien, c'est à plat, tout ça. Aujourd'hui, le couloir aérien, si j'ose dire, il est complètement ouvert pour aller toucher Téhéran et Israël. Donc, militairement, Israël a réussi, étape après étape, pendant 18 mois, partout où il avait décidé de porter l'offensive. Donc c'est une grande victoire militaire et à côté de ça, c'est une terrible défaite médiatique car aujourd'hui, Israël, il suffit d'écouter les informations qui devraient être objectives en France, qui devraient mesurer les choses. Eh bien aujourd'hui, Israël est devenu un régime paria, c'est devenu le juif des États. C'était le plan secret de Yahya Sinwar, c'était de transformer l'État juif en juif des États. Oui, vous parlez souvent de cette formule, oui. État juif, juif des États. Oui. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Par là, j'entends un État qui soit honni, détesté, conspué. On le voit à Paris, toutes les semaines, il y a des manifestations où Israël est pointé du doigt comme un État voyou, comme un État dictatorial, comme un État génocidaire. Bref, Israël est devenu la pire c'est d'ailleurs fascinant parce que ça reste une démocratie, Israël, avec des imperfections. En France aussi, il y a bien des imperfections démocratiques, mais ça reste un régime démocratique. C'est un régime qui permet que chaque semaine ou chaque jour, les mouvements d'opposition puissent s'exprimer à travers la presse qui est libre, à travers une expression directe dans la rue. Les gens peuvent manifester contre Benyamin Netanyahou. Personne n'est, comment dirais-je, il n'y a pas d'obligation à soutenir Benyamin Netanyahou en Israël. Les gens sont libres et d'ailleurs on le voit, beaucoup condamnent Benyamin Netanyahou. Donc ça veut dire que ce régime qui, même en temps de guerre, continue à être un régime démocratique,
on pourrait faire un C'est la parallèle avec ce qui se singularité passe en d'Israël. Ukraine. En ce moment, le pouvoir ukrainien n'est plus démocratique. Les élections ont été ajournées. Il faut le savoir. Les journaux d'opposition à Zelensky ont été fermés également. Donc on voit bien qu'en temps de guerre, normalement, le pouvoir se concentre entre les mains d'un seul homme et en général, qui est le chef de guerre, et en général, la démocratie est mise à bas. Malgré tout, Israël continue à être une démocratie vivace, où chacun peut aller s'exprimer, descendre dans la rue, faire valoir sa différence. Et donc, si vous voulez, curieusement, c'est ce régime-là qui est traité de tous les maux aujourd'hui et qui est diabolisé. Et c'est en cela que l'on dit que l'État juif est devenu, à la faveur de cette longue riposte, le juif des États, c'est-à-dire au sens comme on l'entendait au XIXe siècle en France ou avant-guerre, c'est-à-dire un paria, quelqu'un qu'il faut au banc, exactement, quelqu'un qui est au banc de la société. Textuellement, ce qu'écrivent des députés de la France Insoumise aujourd'hui, Israël doit être mis au banc des nations. Israël doit faire l'objet de boycott, Israël doit être mis au banc des nations. Ces dirigeants doivent être traduits devant la Cour pénale internationale. Il faut aussi juste... Et il y a une obsession aussi. Il y a une obsession. Une obsession que ces défenseurs autoproclamés des droits de l'homme n'ont pas à l'égard du régime chinois, non pas à l'égard de l'Iran. Mais vous avez fait un travail de votre côté, Simon, formidable, de recensement du nombre de publications, de posts, de tweets sur les réseaux sociaux de ces députés de la France Insoumise. De toute façon, c'est simple, 95% de leurs tweets, même 99% si on considère que la politique internationale, concerne Israël. C'est-à-dire que c'est une obsession chez eux, une obsession complète. Et on voit bien qu'en fait, de ce point de vue-là, ils se font le relais d'une propagande absolument dingue et d'une méconnaissance complète de la situation des régions. Et d'une malveillance aussi. Et d'une malveillance complète, mais on sait aussi pourquoi ils font ça. Évidemment. C'est-à-dire avec un cynisme absolu. Moi, je dis que aujourd'hui, quand je vois ces députés de la France Insoumise utiliser les enfants de Gaza, tous ces enfants de Gaza qui sont des victimes civiles, évidemment, chacune de leurs morts fait une peine à tous ceux qui se disent humains. Ça ne peut faire qu'une grande peine. Il n'y a personne qui peut se réjouir de voir des enfants mourir de la guerre. Il n'y a personne. En revanche, instrumentaliser ces photos d'enfants pour simplement coaliser les quartiers et faire des électeurs des quartiers des électeurs de la France Insoumise, c'est quelque chose de particulièrement abject finalement. C'est vomitif. Je pense que j'irai plus loin, c'est-à-dire que sans ces relais-là, le Hamas n'a pas de raison de les utiliser comme bouclier humain. Ces gens-là qui rentrent dans le jeu de la diabolisation d'Israël sont les seules armes. Vous parlez de la défaite en matière de riposte médiatique. Il n'y a pas de défaite médiatique s'il n'y a pas de relais médiatique dans le monde occidental. Et c'est bel et bien... Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que en fait, effectivement, ils se font le complice du Hamas qui utilise les populations palestiniennes. Et vous le dites d'ailleurs dans votre livre. Comme bouclier humain. Et votre livre, vous le dites à un moment, les Israéliens n'aiment pas montrer leur mort. C'est très intéressant cette phrase. Parce qu'il est vrai que l'on n'aime pas, en Israël, exposer par pudeur, pour le respect des corps, des familles, exhiber comme ça sur Twitter des photos d'enfants tués, et il y en a eu. Il y en a eu énormément le 7 octobre, mais c'est ce qu'on appelle la dignité. Et de l'autre côté, il y a une forme d'indignité, c'est-à-dire je vais utiliser des victimes, des Palestiniens, je vais les utiliser comme bouclier humain. Est-ce que vous avez vu déjà une seule fois relevé par un député de la France Insoumise, par exemple, que les gens du Hamas utilisent les écoles, les hôpitaux pour se cacher en dessous, que le frère de Yahya Sinwar, dont on parlait tout à l'heure, Mohamed Sinwar, eh bien, il y a eu une opération contre un hôpital récemment, mais c'est pour le déloger lui, c'était pas pour toucher Mais voilà, les gens du Hamas utilisent le peuple israélien, sacrifient le peuple israélien
pour sa propre, comment dirais-je, son propre fanatisme militaire et religieux. C'est-à-dire qu'ils sont obsédés. Mais c'est complètement assumé aujourd'hui. Et simplement, ça ne passe pas dans l'opinion et on voit que personne ne croit à cette histoire du côté de la France insoumise. C'est-à-dire qu'à aucun moment, d'abord, à aucun moment, ils ne rappellent qu'aujourd'hui, les Palestiniens ne soutiennent qu'à 5% le Hamas. Ça n'a pas fait l'objet d'un tweet d'un des députés qui, pourtant, ils sont rapides à faire des tweets quand il s'agit de condamner Israël. En revanche, pas de tweet là-dessus. Pas de tweet non plus pour dire que c'est une technique abominable d'utiliser les populations civiles comme arme de guerre. C'est abominable de ne pas avoir mis... je rappelle, dans le livre, on rappelle que les 500 km de tunnels qui ont été construits, c'est un budget à peu près d'1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars. En face, combien pour mettre à l'abri les populations, combien d'infrastructures? Zéro. Voilà, c'est ça la réalité. Alors que les tunnels ont la capacité, en tout cas technique, d'accueillir toute la population gazaoui. C'est un véritable métro. C'est un véritable métro, mais qui ne sera pas utilisé puisqu'on tient à ce sacrifice. C'est ça qui est très difficile à comprendre. Je suis toujours effaré que les gens se mettent les mains sur les yeux quand on leur dit cela, mais la réalité, c'est que les chefs du Hamas, c'est vraiment une catégorie à part dans le terrorisme. Hein. C'est vraiment, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus abject. Et certains les appellent les nazis islamistes. Je trouve que c'est assez bien trouvé. Et il se trouve que leur obsession, c'est plutôt qu'une solution pacifique, c'est le sacrifice des Palestiniens. Oui, c'est le martyr. Le martyr, voilà. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on n'a pas les clés pour comprendre ce qui se passe là-bas. Stéphane Simon, merci beaucoup. 7 octobre, la riposte Israël-Iran, la guerre secrète, c'est aux éditions Fayard, un livre de Pierre Réhov et de Stéphane Simon, que je vous invite évidemment à lire et à relire. Merci Stéphane Simon. Merci Simon d'être venu.